Le fil de l'histoire. Une émission qui vous est proposée par le collectif Ressources. Et aujourd'hui, nous allons aborder la naissance du libéralisme en France. Vu de l'étranger, le rapport des Français au libéralisme peut paraître ambigu. D'un côté, ils désavouent des candidats très libéraux comme Alain Madelin, qui ne dépassa pas les 4% des suffrages exprimés aux élections présidentielles de 2002, et d'un autre, ils soutiennent majoritairement les candidats démocrates lors des élections américaines, qui se présentent clairement comme des purs libéraux opposés au conservatisme des républicains. Pourtant, sur le plan historique, la quasi-totalité des courants politiques français se réclament du mouvement des Lumières. Et c'est précisément ce mouvement de philosophie qui a théorisé et dans une certaine mesure appliqué la doctrine libérale dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en France. Pour évoquer cet héritage paradoxal, je vais accueillir Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Greg, bonjour à tous. Alors, peux-tu nous préciser sur quel genre de sujet tu as travaillé pour en venir à aborder la question de la naissance du libéralisme en France ? Alors moi j'ai étudié un journal anglais qui s'appelle The Annual Register, qui a été en fait créé par Edmund Burke, qu'on connaît plus en France pour ses travaux pour l'esthétisme et pour sa critique de la Révolution française qu'il trouvait trop radicale. Et dans ce journal anglais, j'ai étudié particulièrement toutes les nouvelles qui venaient de la France. Qu'est-ce qu'ils retranscrivaient de la France ? Qu'est-ce qui les intéressait dans la situation politique, culturelle française ? Et de là, je me suis rendu compte que la question du libéralisme était traitée, puisque dans ce journal, qui s'adresse donc à des hommes d'affaires, c'est dit explicitement dans une des préfaces, on peut donc imaginer que pour des hommes d'affaires, les questions économiques soient vraiment d'une importance capitale. De plus, il y a d'autres notions qui transparaissent tout au long du journal, ce sont les notions de liberté. Alors c'est un peu mis à toutes les sauces, mais il y a principalement quand même l'idée de liberté de droit qui serait garantie par une monarchie constitutionnelle et parlementaire, et notamment aussi la liberté de propriété privée. Avant d'aller plus loin, nous allons donner une définition du libéralisme que nous allons emprunter à deux auteurs. Le premier, Jean-Robert Alcaraz, un économiste, qui écrit, je cite, « Doctrine de philosophie politique qui place la liberté comme principe primordial. Idéologie selon laquelle la société peut être organisée à partir du plus grand degré possible de liberté individuelle. » Et la seconde, par le philosophe Michel Foucault, je cite, « Système soucieux du respect des sujets de droit et de la liberté d'initiative des individus. » C'est là que, par exemple, l'Annual Register est vraiment bien dans l'idéologie du libéralisme dès le XVIIIe siècle, puisque, comme je le disais, ils sont extrêmement soucieux de ce qu'ils considèrent être le respect des sujets de droit et de la liberté d'initiative des individus. La limite évidente qui résonne après cette définition, c'est que finalement le désir et l'intérêt individuel pourraient parfois s'opposer à ce qui serait souhaitable et souhaité par le plus grand nombre. Oui, tout à fait. On pourrait même un petit peu atténuer ces définitions en précisant que si elle est soucieuse de la liberté individuelle dans les limites du droit, elle est aussi opposée généralement à un pouvoir souverain ou arbitraire, plus ou moins fantasmé. Elle est liée aussi à la prédominance de l'économie sur la société et à des formes d'individualisme conjoncturel. Le libéralisme est divisé dans d'innombrables courants dont la plupart des penseurs recommandent certaines interventions de l'État dans l'économie, ce que l'on peut appeler une régulation. On trouve cela dans les textes de Adam Smith ou de Raymond Aron. À l'opposé, les libertariens, les ultralibéraux, les anarcho-capitalistes proposent une privatisation massive contre l'État. Notons que ces anarcho-capitalistes, qui sont bien souvent des disciples de Hayek, ont été de moins en moins présents dans les débats de ces 10 dernières années, car les marchés financiers se sont tellement développés que les États bien souvent en dépendent. La plupart des nouveaux économistes voient donc moins en l'État un adversaire qu'un mécanisme pouvant être dépendant des intérêts économiques. Donc sans nécessité de s'y opposer frontalement, une sorte de partenaire plus ou moins puissant. Face aux échecs d'une société moderne, les libéraux réclament généralement toujours plus de libéralisme, en arguant que le système actuel ne l'est pas vraiment ou pas assez. Ils apparaissent parfois comme le miroir du système soviétique, qui affirmait régulièrement que le système n'était pas encore bon, car la révolution n'était pas encore achevée et le communisme encore incomplet.
Notons également que les libéraux français affirment que le peuple ne connaît pas réellement le libéralisme et qu'ils ne peuvent donc par conséquent pas avoir d'avis objectif. Alors si les mouvements politiques se réclamant du libéralisme semblent s'opposer, il est notable que la plupart se réclament du mouvement des Lumières, sorte d'âge d'or d'une pure pensée libérale qui ne serait pas encore pervertie par les mauvais apôtres. D'où l'importance de notre sujet aujourd'hui. Cette révolution de la pensée a imposé dans le temps un paradigme de quantification du monde et des hommes. Tout doit avoir une valeur dans la limite des lois. Ce qui n'était au départ qu'une utopie, c'est solidement ancré dans les mentalités modernes. La science économique et donc le marché serait ce qui exprime le mieux les comportements humains, suprêmes dans tous les aspects sociaux, travail, échanges commerciaux, des rencontres amoureuses, des campagnes politiques. D'ailleurs, le terme Homo economicus illustre parfaitement cette évolution. L'économie traduirait en quelque sorte tous les langages sociaux et permettrait de connaître le moral du consommateur ainsi que ses aspirations. Tout serait quantifiable et la qualité serait réductible à la quantité. Par exemple, Hayek postule, je cite, que le contrôle économique est bien le contrôle tout court de toute la vie. Donc la vie serait effectivement analysable dans son entièreté dans le champ économique. Alors, on va rapidement faire un petit point maintenant sur l'historique et l'apparition de ce libéralisme. Alors, il faudrait, pour être totalement exhaustif, revenir à la Magna Carta de 1215 en Angleterre, mais cela nous entraînerait dans des arcanes médiévales que nous aborderons plus tard. Je pense qu'il est plus pertinent ici de rappeler l'exemple du franciscain Guillaume de Cam, qui est le père posthume de l'école nominaliste du XVe siècle. Il se définit comme un terministe, c'est-à-dire pratiquant la logique qui analyse le sens des termes. Il va beaucoup plus loin que saint Thomas d'Aquin dans l'affirmation de la séparation de la raison et de la foi, en arguant qu'il n'y a, alors c'est évidemment simplifié ici, qu'il n'y aurait pas de hiérarchie entre la philosophie et la théologie. Et on peut résumer, disons, sa pensée maintenant du point de vue de l'individuel par cette phrase « Il n'y a de réel au-delà du singulier », c'est-à-dire rien au-delà de l'individu. Les communautés, les nations ne sont qu'une addition d'individus, somme d'intérêts qui cohabitent. On voit donc déjà apparaître un caractère nettement quantitatif. Alors, au XVIIe siècle, Hobbes va introduire une théorie du contrat social pour répondre à la question « Comment peut-il y avoir de société s'il n'y a que des individus ?» En somme, sa réponse, c'est l'idée que ces individus se regroupent afin d'assurer la sécurité des personnes en opposition à un état de nature qui serait une guerre permanente. Locke va, lui, proposer l'idée d'un contrat social qui tient en outre de la sécurité, sur le droit de propriété, les individus voulant faire société par pur intérêt. Donc c'est déjà une analyse finalement du social par l'économique, et c'est l'essence même du libéralisme qui est donc à notre sens inséparable de l'économie. Nous pourrions prendre d'autres exemples médiévaux de la Renaissance, mais ils auraient moins de force que les exemples du XVIIIe siècle en France, car souvent trop limités dans le réel et souvent restés théoriques. Il est là intéressant de préciser, je pense, que si la naissance des termes d'économie politique a souvent été attribuée à Quesnay en 1756, finalement ces termes apparaissent déjà dès 1615 avec Montchrétien, qui écrit un traité d'économie politique qui sera par la suite rebaptisé Traité d'économie du trafic. Alors, précisons que économie, dans le contexte, ça s'écrit avec un E dans l'eau. Ça n'a pas encore pris son orthographe qu'on lui connaît. Voilà. Et le traité de Montchrétien est la première tentative d'association entre l'examen des affaires domestiques et l'examen des affaires de l'État. On peut ajouter que dans le libéralisme, il y a une tendance à vouloir s'autonomiser par rapport à l'État. On peut par exemple rappeler la phrase d'Adam Smith qui écrit dans La richesse des nations, je cite, « L'intérêt est la pulsion dominante. Le marchand n'a aucune autre patrie que l'endroit où il fait son meilleur bénéfice. » Après cette citation d'Adam Smith qui, ma foi, résonne particulièrement bien dans le contexte mondialisé dans lequel nous sommes, il est temps maintenant de passer à l'étude du système de l'eau.
Donc le système de Law, du nom de son penseur, John Law, qui est un personnage absolument fascinant, même s'il est détestable pour certains à plus d'un titre. Donc c'est déjà, pour le situer, le fils d'un orfèvre écossais, il est plutôt d'une famille d'huguenots. Il voyage dans toute l'Europe, en Espagne, en Italie. C'est un personnage absolument remarqué. Il est connu comme mathématicien, doté d'une incroyable intelligence, un calculateur de génie. Et puis, au cours de sa vie mouvementée, un duel l'empêche de revenir en Angleterre et il choisit la France pour s'y installer et faire prospérer ses affaires. Il rencontre le régent. Et il faut comprendre que John Law arrive en France dans un contexte très particulier sur lequel tu peux peut-être revenir, Juliette. Alors le contexte c'est quoi? C'est déjà donc la mort de Louis XIV en 1715 qui ne laisse pas d'héritier direct. En effet, son arrière-petit-fils Louis XV est donc celui qui est appelé à régner à sa suite, mais il n'a que 5 ans au moment de la mort de son arrière-grand-père. Donc une régence est mise en place avec pour régent Philippe d'Orléans. Et les régents sont très souvent dans l'histoire de France des périodes, on va dire, politiques un peu troublées. De plus, le régent donc arrive au pouvoir dans une France qui est en quasi-banqueroute. Il y a une dette absolument colossale, due notamment à l'effort de la guerre de succession d'Espagne, mais aussi aux multiples guerres que Louis XIV a menées lors de son règne. Et cette dette s'élèverait à, selon les sources, entre 2 milliards et 3 milliards de livres, ce qui est vraiment énorme. Oui, ce qui pourrait correspondre à peu près 100% du PIB de la France actuelle, de la France de l'époque, pardon. Il est donc urgent pour le régent de trouver un moyen de remplir un petit peu les caisses de l'État et de refaire un petit peu les liquidités. Et c'est là que John Law donc intervient. En effet, il interpelle le régent sur le manque de monnaie sonnante et trébuchante qui met en péril l'économie du royaume et il propose de mettre en circulation du papier-monnaie qui serait gagé sur la richesse engendrée par les nouveaux échanges. Donc, le roi laisse John Law gérer la fondation de sa banque qui sera située rue de Quincampoix. Et c'est vrai qu'elle intervient 21 ans après la fondation de la Banque d'Angleterre et il faut admettre que sur le moment, on va créer un véritable système d'appel, un véritable espoir et on va voir à la suite de ce lancement de cette banque rue Quincampoix des actions montant en flèche, des anciens roturiers très pauvres qui vont acquérir des domaines avec des domestiques. C'est un moment d'effervescence après un véritable problème dans l'économie et la technique va consister à donc émettre 3 milliards de billets avec seulement une encaisse de 500 millions. Donc c'est 1 pour 6, c'est évidemment particulièrement dangereux comme système. Si tous les créanciers viennent à demander leur monnaie, eh bien évidemment cette pyramide s'effondre. Donc ces petits morceaux de papier qu'on appelait déjà billets vont commencer à circuler absolument partout. Et on peut dire que le peuple a eu une certaine confiance envers ces billets, car il pouvait les utiliser pour payer ses impôts. Donc pour la resituer dans la chronologie, rappelons que le régent a autorisé en 1716 l'ouverture de la Banque Générale, qui deviendra donc la Banque Royale en 1718. Il faut comprendre que le système de Law se base également sur une spéculation sur ce que pourraient rapporter les colonies françaises, notamment la Compagnie des Indes qui était préexistante et qui fut rattachée à cette époque à la banque. Et en même temps, il va créer la Compagnie du Mississippi pour développer les colonies de Louisiane. Et pour peupler ces colonies, il va mettre en place un système qui était déjà en vigueur en Angleterre à l'époque, qui visait à rapter des populations très modestes. Alors ça se tombait souvent malheureusement sur un indigent, quelqu'un considéré de marginal dans l'Angleterre du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et ces hommes étaient envoyés de force pour renforcer les colonies de peuplement britanniques.
Donc de fait, John Law, pour assurer, on va dire, la pérennité de son entreprise, présente la Louisiane comme un pays de cocagne. Mais à l'époque, les colons ne sont pas suffisamment nombreux et sur un peu l'exemple britannique, effectivement, on commença en fait par faire arrêter tout ce qu'on considérait à l'époque comme des mauvais sujets ou des filles publiques, qui donc sont passés de la case prison à la case entre guillemets déportation en Louisiane. Et on s'est emparé aussi a priori d'une belle quantité d'honnêtes artisans. Certaines femmes ont fait envoyer leur mari en Louisiane pour vivre en paix avec leurs amants. Et on dit aussi que des fils auraient envoyé leurs parents en Louisiane pour être plus rapidement héritiers. Les rumeurs les plus terribles vont circuler sur Paris à l'époque, accusant John Law de payer des bandes organisées pour réaliser ces rapts. On va les appeler les bandouliers du Mississippi. Alors les rumeurs parlent d'un nombre de 5000 personnes déportées, qu'il est difficile en réalité de vérifier. Par contre, il faut admettre qu'a priori, un objectif avait été fixé par John Law pour repeupler ces colonies. L'objectif aurait été de 6000 blancs et 3000 noirs en 10 ans, pour concurrencer l'Espagne et l'Angleterre. Il faut dire qu'en fait, en 1720, le système s'est complètement emballé. La banque et la compagnie ont fusionné, et donc Law, converti au catholicisme de façon tout à fait opportune, a été nommé contrôleur général des finances. Et ce qu'il a fait, c'est que pour justement briser cette tradition manifestement millénaire du bas de laine en France, il a interdit carrément la possession de plus de 500 livres de métaux précieux par foyer, sous peine de confiscation et d'amende. Ça fait un petit peu penser aujourd'hui aux lois qu'il peut y avoir sur l'interdiction finalement du paiement en liquide. Et de fait, il y aura des perquisitions qui auront lieu chez des Français, même chez des ecclésiastiques. Le 11 mars, il a suspendu la valeur libératoire de l'or et il a fait carrément arrêter ce qu'il a appelé des semeurs de faux bruits qui seront déportés aux colonies. Et finalement, le 24 mars, la rumeur d'une banqueroute est lancée par quelques initiés. La propagande orchestrée par Law sur une forme d'Eldorado en Louisiane s'épuise. Le prince de Conti ou le duc de Bourbon sont vus retirer leur or au siège de la banque rue Quincampoix, ce qui entraîne de véritables émeutes. Et même une certaine vengeance, parce qu'entre avril et mai 1720, les bandouliers vont être traqués, bastonnés, massacrés par des foules de populations souvent très modestes, simplement armées de gourdins. Donc on voit une véritable fureur populaire contre ces hommes. Il est ici intéressant, je pense, de vous lire un extrait du journal de Barbier écrit en 1720, où il raconte en fait la fin du système de Law. Hier mercredi 17 juillet, la rue Vivienne fut remplie de 15 000 hommes dès 3 heures du matin. La foule fut si considérable qu'il y eut 16 personnes d'étouffées avant 5 heures. Cela fit retirer le peuple. On en porta 5 le long de la rue de Vivienne, mais à 6 heures on en porta 3 à la porte du palais royal. Tout le peuple suivait en fureur. Ils voulurent entrer dans le palais qu'on ferma de tous les côtés. On leur dit que le régent était à Bagnolet, qui est une maison de campagne de Madame la Régente. Le peuple répondit que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait qu'à mettre le feu aux 4 coins et qu'on le trouverait bientôt. C'était un tapage affreux par tout ce quartier-là. Une bande porta un corps mort au Louvre. Le maréchal Villeroy leur fit donner 100 livres. Une autre bande se jeta du côté de la maison de Monsieur Law et ils cassèrent toutes les vitres. On fit entrer des Suisses pour la garder. Pendant ce temps, Monsieur le Régent avait peur. On n'osa pas faire paraître de troupes. Rocheplate, un de ses officiers de garde, avait fait entrer 50 soldats. Quand ils eurent pris leurs mesures en dedans, à 9 heures, ils ouvrirent leurs portes et en un moment, les cours furent pleines de 4 à 5 000 personnes. Monsieur Leblanc, secrétaire d'État à la guerre, y vint avec une garde de gens déguisés. Monsieur le duc de Tremsmes, gouverneur de Paris, y entra. Tout le peuple entoura son carrosse. Il jeta de l'argent, même de l'or. Il eut ses manchettes déchirées. Monsieur Law y vint aussi dans son carrosse dans la grande cour. Quand son cocher vit cette populace, il commença à dire qu'il faudrait faire pendre quelques de ces Parisiens. Cette insolence anima le peuple. On ne lui fit pourtant rien dans le palais, mais il sortit seul avec le carrosse. Une femme tenant la bride de ses chevaux lui dit « S'il y avait 4 femmes comme moi, tu serais déchirée dans le moment. » Elle avait perdu son mari. Il descendit et lui dit « Vous êtes des canailles !»
Le peuple le suivit, brisa le carrosse et maltraita si fort le cocher qu'il mourra, dit-on aujourd'hui. Il ne s'en est guère fallu qu'il y ait une sédition entière. On a enterré des gens morts et cela s'est apaisé. L'eau voulait sortir, mais l'on l'en empêcha. Il est demeuré dans le palais royal pendant 8 jours sans sortir. Le régent s'habillait pendant ce fracas. Il était blanc comme sa cravate et ne savait ce qu'il demandait. Depuis ce jour-là, la banque n'a point été ouverte et l'on ne paye nulle part, en sorte que l'on se passe d'argent à grand-peine. Et pourtant, on est si accoutumé au luxe et au plaisir que malgré la misère générale où on est, puisque dans les meilleures maisons, il n'y a pas un sol et que la circulation des choses nécessaires à la vie et à l'entretien se fait par crédit, tout le monde crie et se plaint. Cependant, je n'ai jamais vu un spectacle plus rempli et plus superbe qu'hier, mercredi 20 novembre à l'Opéra. Il est impossible que le régent, en voyant tout cela, se repente, ni soit touché de tous les maux qu'il a faits. Voilà donc un petit témoignage sur les émeutes provoquées par la banqueroute donc du système de l'eau. Je pense que c'est assez significatif de ce que la fièvre spéculative peut produire chez les hommes. À ce sujet, il est assez remarquable finalement qu'aujourd'hui John Law soit considéré comme un précurseur de la science économique moderne, ayant institué finalement ce qu'on appelle l'économie monétaire. Alors il faut aussi peut-être rappeler que après cet échec cuisant, les Français se sont toujours méfiés des chèques et de l'argent sur gage qui pouvait être annoncé sur papier. On a par exemple dans les anecdotes que nous rapportent les marchands flamands, ces peuples de Lorraine ou de Franche-Comté qui refusaient absolument d'être payés d'une autre façon que par des énormes sacs d'or. Donc ça donnait lieu évidemment à des scènes assez fascinantes dans des petits villages du nord-est de la France. Et donc pour conclure sur le système de l'eau, rappelons que son penseur principal, John Law, a trouvé plus sage et prudent de s'exiler à Venise dès le mois de décembre 1720. Et donc à la suite de ce retentissant échec, il serait peut-être assez intéressant que Juliette tu nous fasses part de la façon dont le libéralisme et les théories sur le commerce se sont diffusées en France avant même les encyclopédistes. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on parle de théorie physiocratique. Déjà, on peut citer Vauban, dès 1707, qui a remis en cause dans son livre La dîme royale l'organisation fiscale du royaume et dont la volonté était que l'impôt soit prélevé sur les récoltes brutes et que finalement l'industrie et le commerce ne soient que légèrement taxés. Il y a eu ensuite tout un développement d'une science du commerce politique proche du mercantilisme, qui a été reconnu institutionnellement lorsque Jacques Vincent de Gournay, un négociant cosmopolite ayant beaucoup voyagé dans toute l'Europe, qui préconisait l'application de bateaux d'intérêt pour stimuler le commerce, a pu acheter un titre d'intendant du commerce et a parcouru à ce titre le royaume, régulièrement accompagné par Turgot. Cette science du commerce, développée notamment par Gournay, définit le commerce comme un ensemble de flux réels entre les nations qui repose sur un comportement intéressé, les intérêts dépendant alors des acteurs, et qui est la pierre angulaire de toute activité économique. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, ces idées constituent une véritable révolution, notamment pour les céréales qui n'étaient pas, sous l'Ancien Régime, considérées comme des denrées comme les autres. Ainsi, pour Galliani, par exemple, qui était à la fois littérateur, antiquaire et économiste napolitain, et qui a été lié à Diderot lorsqu'il venait séjourner à Paris, pour lui, le pain est autre chose. Il appartient à la police et non pas au commerce. Il a dit aussi, comme la matière première, nécessité et le premier soin dans l'ordre civil des sociétés, il appartient à la politique et à la raison d'État. Voltaire, en revanche, écrit que vers l'an 1750, la nation se mit enfin à raisonner sur les blés. Et le fait est que vers 1750 et pendant toute la décennie, se sont multipliés les mémoires, les essais ou les traités consacrés à la question du commerce des grains. La France a été saisie par une croissance économique et démographique qui a ouvert en quelque sorte le débat socio-économique.
L'encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert est l'occasion de publier une série d'articles, notamment écrits par François Quesnay, grains, hommes ou fermiers, pour les plus importants que nous pourrions citer, publiés entre 1757 et 1758. Ce sera alors pour Quesnay une occasion de réellement théoriser ce qu'on appelle la physiocratie et de penser l'économie comme une organisation harmonieuse de phénomènes divers formant un ensemble cohérent semblable à un corps. Cette notion est transférée à l'État qui forme alors un gouvernement économique dont la tâche serait d'administrer les ressources pour que la nation soit dans l'abondance. Ce gouvernement économique doit laisser faire les individus selon leurs intérêts. On retrouve ici les traits de la science du commerce de Gournay dont j'ai parlé précédemment. Et le commerce, surtout, doit être libre. Quesnay appelle donc à la libéralisation du commerce des grains et argumente que cela va de fait atténuer les variations de prix sur le marché du grain. Par exemple, dans l'article Grain, publié dans l'encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert, on peut lire des phrases comme, je cite, « Cependant, tout commerce doit être libre parce qu'il est de l'intérêt des marchands de s'attacher aux branches de commerce extérieur les plus sûres et les plus profitables. » On peut, à une autre partie de l'article, lire également cette phrase, je cite, « Je ne répondrai pas à ceux qui craignent que l'exportation n'occasionne des disettes, puisque son effet est au contraire d'assurer l'abondance et que l'on a démontré que les moissons des mauvaises années surpasseraient celles que nous recueillerons actuellement dans les années ordinaires. » On peut noter ici qu'il s'agit réellement de la naissance d'une pensée spéculative qui assène que les années à venir ne peuvent mener qu'à un certain progrès, que ce soit dans la production alimentaire, technique ou même philosophique. D'ailleurs, dans l'Annual Register, on retrouve ces questions puisqu'il y a divers articles qui montrent que les lecteurs s'intéressent au progrès technologique, notamment dans l'agriculture, avec par exemple un article qui va expliquer des choses pour améliorer l'élevage des moutons, ou des articles qui vont présenter de nouvelles machines agricoles. Il faut admettre qu'il y a un énorme espoir de la part de ces théoriciens et de ces premiers économistes de voir l'agriculture augmenter ses productions et servir au bien-être des nations et un flux économique qui participerait à ce bien-être. Du moins c'est argumenté comme tel. Je pense qu'on verra par la suite les premières tentatives d'application de ces théories. Il faut admettre aussi que le sens que les philosophes des Lumières vont donner au progrès que j'évoquais juste avant peut parfois dérouter le lecteur du XXIe siècle, puisque dans les mesures très libérales proposées à l'article dimanche par exemple, on propose tout simplement de supprimer un dimanche sur deux à la fois de repos et de prière afin de remettre les populations au travail, notamment dans les secteurs agricoles, qui est évidemment au XVIIIe siècle le secteur qui, entre guillemets, embauche le plus. Et on va retrouver des arguments qui clairement visent à renflouer les caisses du royaume grâce à des jours de chaume retirés du calendrier. On va aussi noter que dans le même article, il est dénoncé l'alcoolisme, l'immoralité présumée des populations donc françaises. On leur reproche également de participer à des jeux d'argent, on les accuse également de gaspiller leur argent dans l'amour vénal. Enfin, disons que l'article prend une posture très morale pour défendre la mise au travail des Français. Un autre article aussi peut nous intéresser en cette matière, qui est l'article Mendiant écrit par M. de Jaucourt, qui va lui proposer de saisir une plus grande partie possible des mendiants de France afin de les isoler dans de véritables camps de force, des camps de travail,
afin de combattre à la fois la pauvreté dans le pays et en même temps d'augmenter les capacités industrielles de la nation. Et l'article se termine par une phrase cinglante où il écrit que si jamais on a vraiment trop de mendiants par rapport aux camps que l'on peut ouvrir en France, il précise que l'on a suffisamment de colonies pour leur trouver du travail. L'article mendiant, je propose qu'on cite le texte. Il y est dit donc, à propos de la lutte contre la mendicité. Des édits semblables contre les mendiants et les vagabonds ont été 100 fois renouvelés en France, et aussi inutilement qu'ils le seront toujours, tant qu'on n'y remédiera pas d'une autre manière, et tant que des maisons de travail ne seront pas établies dans chaque province pour arrêter efficacement les progrès du mal. Tel est l'effet de l'habitude d'une grande misère que l'état de mendiants et de vagabonds attache les hommes qui ont eu la lâcheté de l'embrasser. C'est par cette raison que ce métier, école du vol, se multiplie et se perpétue de père en fils. Le châtiment devient d'autant plus nécessaire à leur égard que leur exemple est contagieux. La loi les punit par cela seul qu'ils sont vagabonds et sans aveu. Pourquoi attendre qu'ils soient encore voleurs et se mettre dans la nécessité de les faire périr par les supplices ? Pourquoi n'en pas faire de bonheur des travailleurs utiles au public ? Faut-il attendre que les hommes soient criminels pour connaître leur action ? Combien de forfaits épargnés à la société si les premiers dérèglements eussent été réprimés par la crainte d'être enfermés pour travailler, comme cela se pratique dans les pays voisins ? Ah oui, c'est proprement, j'avais l'impression d'être, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, effectivement, j'avais l'impression d'exagérer à peine, mais non, c'est vrai que c'est vraiment excessivement offensant vis-à-vis de ces populations donc, qui seraient presque incriminées avant d'avoir commis un crime et qui seraient, parce que très pauvres, voire indigentes, sont lâches. Ah oui, non, c'est vrai que c'est un article assez incroyable. Rappelez-vous également que Monsieur de Jaucourt, le chevalier de Jaucourt, avait écrit aussi l'article esclavage de l'encyclopédie qui se trouve en extrait dans tous les bons manuels scolaires. Donc nous allons maintenant évoquer la libéralisation du marché des grains, mais juste avant, pour un petit peu revenir sur ce qu'on évoquait avec l'article grain de Quesnay, il faut rappeler qu'il était impossible de mettre en place leur économie, et Quesnay le précise bien dans l'article, sans supprimer les octrois, les péages et les petits privilèges qu'obtenaient les communes et les provinces, ainsi que des communautés, parfois même des rues, notamment pour des métiers particuliers. Donc dans l'encyclopédie, Quesnay écrivait « Il n'est pas moins nécessaire d'éteindre les privilèges surpris par des provinces, des villes, par des communautés pour leurs avantages particuliers ». Quesnay aussi a une autre théorie qui sera mise en valeur par la crise de la libéralisation du marché des grains en France. Il écrit également dans son article, je cite, « Les nations sont pauvres partout où les productions du pays les plus nécessaires à la vie sont à bas prix ». Donc c'est-à-dire que Quesnay nous explique qu'il faudrait finalement que le prix des produits vivriers augmente afin que le commerce soit beaucoup plus florissant. Alors c'est une théorie amusante parce que finalement on peut se demander si elle ne part pas d'un préjugé surprenant et qui est facile à inverser, parce que si les produits vivriers sont à bas prix dans des régions disons très peu peuplées, c'est tout simplement qu'on ne peut pas faire autrement et que la pression, on dirait aujourd'hui immobilière ou pression même agricole, est beaucoup plus faible en ces lieux. Et il faut admettre que les populations de la ville, en général disposant d'un niveau de fortune plus importants ont évidemment à souffrir plus de péages, parce que la ville doit aussi s'organiser, se défendre, payer sa milice, gérer les évacuations et les assainissements. Donc il est tout à fait logique dans une certaine mesure que les communautés à l'époque, qui sont très autogérées, puissent fixer eux-mêmes leurs taxes, et évidemment elles sont un frein à la libéralisation du commerce.
Il convient ici de rappeler les lois qui régulaient les prix des substances sous l'Ancien Régime, qui sont particulièrement strictes. L'organisation du commerce des grains était normalement assurée par les marchands. Ils avaient la responsabilité d'approvisionner les villes qui manquaient de grains avec le surplus de celles qui disposaient d'excédents. Étant donné que les marchands étaient soupçonnés de s'enrichir en manipulant le prix des grains, le peuple avait tendance à se méfier de cette catégorie. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que dans une étude sur les origines de la crise de 1692, donc au XVIIe siècle, le commissaire Nicolas de Lamare faisait remarquer que les marchands pouvaient provoquer une rareté artificielle de l'offre en dissimulant des stocks de grains dans des entrepôts, des péniches ou des bateaux. Je cite. Cependant, comme il ne faut qu'un prétexte aux marchands mal intentionnés et toujours avides de grains, pour les déterminer à grossir les objets du côté de la disette, ils ne manquèrent pas à profiter de celui-ci. On les vit aussitôt reprendre toutes les allures ordinaires et remettre en usage toutes leurs mauvaises pratiques pour faire renchérir les grains. Société, courses dans les provinces, faux bruits répandus, monopole par les achats de tous les grains, surenchères dans les marchés, armement de grains en verre ou dans les granges et les greniers, rétention en magasin. Ainsi, tout le commerce se trouva réduit à un certain nombre d'entre eux qui en étaient rendus les maîtres. Alors précisons que quand tu dis object, tu veux dire tout simplement objet, tu l'as lu tout simplement en ancien français. Alors, afin d'empêcher la fraude et la spéculation, la police soumettait le commerce des grains à une réglementation très stricte. D'ailleurs, on parle de police des grains, et on dit toujours en français, du moins nos grands-parents le disaient encore couramment, veiller au grain. Le marchand devait être enregistré sur des registres pour éviter que des personnes aux mœurs douteuses pratiquent ce commerce. Avant d'être enregistré, il était soumis à une enquête de moralité. Il devait également déclarer le nom de ses vendeurs, les lieux où il achetait ses grains et l'adresse de ses entrepôts. Celui qui n'était pas inscrit sur le moindre registre ou qui transportait des grains sans justifier le lieu d'achat était alors considéré comme un brigand. Le marché, et ça c'est assez important, notamment avec l'article grains que l'on mettait en valeur tout à l'heure, le marché des grains étant local, l'exploitant devait apporter sa récolte sur le marché le plus proche de son lieu de production. Le commerce des grains étant public, il avait lieu sur des marchés à des heures précises, la priorité étant accordée à la subsistance. Les marchands se servaient après la population. C'est assez important, ils avaient le droit d'acheter le surplus des grains pour les vendre au juste prix dans les villes et les régions qui en manquaient. Je voudrais juste réagir à ce que tu disais sur la réputation des marchands de grains, parce que Steven Kaplan, qui est un historien qui a fait un travail excellent sur justement l'histoire du libéralisme et de la libéralisation du commerce des grains au XVIIIe siècle en France, a écrit dans Le pain, le peuple et le roi, la bataille du libéralisme sous Louis XV. Donc on vous mettra évidemment toutes les sources bibliographiques en description de la vidéo, a écrit la réputation des marchands de grains, dont le commerce a plus d'impact que tout autre, est particulièrement détestable. Une distinction qu'il partage avec les meuniers et les restaurateurs, comme le suggèrent d'ailleurs les contes de Daudet. La spéculation est en effet associée au commerce, et qui d'autre que des individus malfaisants pourrait spéculer sur la subsistance du peuple ? En voulant faire appliquer la liberté du commerce des grains, les physiocrates pensaient peut-être sincèrement que la loi de l'offre et de la demande s'équilibrerait, que le prix des grains finalement tendrait vers un prix décent, car en libérant ce commerce, il était selon eux possible de faire baisser les prix, d'augmenter les salaires et de garantir un juste profit, d'éviter les disettes et de renflouer les caisses de l'État. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment l'Annual Register a un petit peu reporté cette libéralisation du marché des grains donc sur l'édit de 1763 ? Alors oui, parce que donc, comme je l'avais dit en introduction, l'Annual Register s'intéresse à ces questions. Et dès 1763, une brève rapporte la promulgation de l'édit de libéralisation. Donc je vais la lire. Paris, 5 juin. Ce matin, les gens du roi ont présenté au Parlement une déclaration datée du 25 mai autorisant un commerce des grains libre au sein du royaume et donnant le pouvoir à toute personne, même noble ou privilégiée, de prendre part à ce commerce. Et ce sans être obligé de se procurer une licence. Toutes les lois précédentes sur le commerce intérieur ont été abrogées. Donc, après cette libéralisation du commerce des grains, l'Annual Register montre un intérêt plus vif pour ces questions.
il se montre très libéral dans sa vision de la crise du grain qui sévit en France. Ainsi, de régulières mentions d'événements climatiques destructeurs en matière d'agriculture sont faites comme autant d'arguments qui pourraient expliquer le prix du grain en France. Par exemple, le volume de 1767 fait état de la vague de gel qui a en France détruit beaucoup de cultures. À nouveau, en 1768, le froid, pire qu'en 1709, est évoqué. Et rappelons qu'il y a eu un petit âge glaciaire à la fin du règne de Louis XIV et qu'on disait à l'époque que le vin avait gelé à la table à Versailles. Donc, il est clair que pour les auteurs de l'Annual Register, la crise du grain n'est liée qu'aux mauvaises récoltes. D'ailleurs, ils le disent textuellement. Le mauvais état des dernières récoltes a occasionné un prix immodéré des provisions dans chaque fort. Et le blé en particulier était non seulement cher, mais en général très mauvais. Il ne fait donc pour eux aucun doute que la libéralisation du commerce des grains est au contraire un gage de prospérité future. Du mécontentement populaire qui suit la libéralisation du commerce des grains, puisque donc les prix ont augmenté, ils disent « La détresse des gens était excessive et leurs complaintes et murmures devinrent universels. Dans de telles situations, tout le monde se croit ingénieux de trouver les causes des calamités publiques. Et si de quelconques nouveautés ont été introduites, elles arrivent toujours en bonne place dans la réprobation populaire. Il en était ainsi à cette occasion, et sans aucune considération sur l'influence des saisons, les misères du peuple furent attribuées aux édits que le roi avait fait passer il y a quelque temps pour la libre exportation et importation du grain dans tous les ports. Il fut vain de démontrer qu'une circulation illimitée du commerce du grain, à la fois dans le royaume et en dehors, était le seul moyen d'encourager l'agriculture, de promouvoir le commerce et d'éliminer toute appréhension future de pénurie. » Ces arguments, donc, on peut l'entendre, sont très proches de ce que nous appellerions aujourd'hui donc pleinement le libéralisme. L'agriculture est donc une source de richesse pouvant mener à un développement économique global, mais pour que ce soit le cas, il faut que le commerce ne soit entravé d'aucune manière. Ce n'est guère étonnant de la part d'un journal qui, nous l'avons vu, s'adresse aux hommes d'affaires et est marqué par une culture politique qui, elle, a libéralisé l'exportation des grains dès 1770 et supprimé les taxes à l'export en 1689, le gouvernement gardant néanmoins le droit de suspendre les exportations en cas de disette. Précisons que tu es en train de parler de l'Angleterre et que les différentes dates que tu nous as données donc, concernent la libéralisation du marché des grains de l'Angleterre. Justement, en France, la question de l'exportation des grains posait plusieurs questions. On peut trouver beaucoup de sources qui, à l'époque, font témoignage de véritables révoltes contre cette exportation. Alors, je vais vous donner une source qu'il vous sera facile de retrouver. Il s'agit d'un livre, Les papiers d'un laboureur, écrit par Jean Vassor et Daniel Roche, le personnage qu'ils ont choisi pour réaliser leur monographie évoque que depuis le mois d'août, il s'en est allé une grande quantité, donc il parle de blé, et il poursuit en écrivant « et a valu à Blois depuis 18 écus à 20 depuis le mois d'août ». Et on continue d'envoyer du blé à Nantes. Donc, par la suite, il évoquera même un furieux commerce et il évoque donc ce blé qui longe la Loire et part vers d'autres nations. Pour prendre un autre angle, on pourrait également évoquer les études de Jean Fourastier qui annoncent un prix moyen du blé au quintal à un peu plus de 12 livres en 1763 et qui synthétise le prix en 1770 et il arrive à 25. Donc le prix double et donc les populations vont fulminer contre ce prix, d'autant que si on reprend l'article grain de Quesnay de l'encyclopédie, on peut lire des phrases qui justifient cette augmentation, je cite « Et cette augmentation serait peu de choses pour ceux qui la paieront en comparaison des richesses qui résulteraient du bon prix du blé. » Et plus haut, il explique qu'il faudrait que le prix du blé soit multiplié par 1,5 pour qu'il atteigne un prix qui relance l'économie. Et il va plus loin, puisqu'il défend aussi finalement l'idée d'un haut prix de blé, pour des raisons morales, je cite. C'est d'ailleurs un grand inconvénient que d'accoutumer le même peuple à acheter le blé à trop bas prix. Il en devient moins laborieux, il se nourrit de pain à peu de frais et devient paresseux et arrogant. Plus loin, il rajoute « Dans le siècle passé, où le blé se vendait beaucoup plus cher, le peuple y était accoutumé. Il gagnait à proportion. Il devait être plus laborieux et plus à son aise. » Donc en clair, M. Quesnay nous explique
que la vie doit être difficile afin que les hommes ne tombent pas dans l'oisiveté et donc dans une certaine immoralité. Alors cette vie, entre guillemets, plus difficile, les Français vont la dénoncer. Et ils vont la dénoncer notamment par le biais des placards. Donc les placards, ce sont finalement des affiches qu'on trouve placardées dans les rues de Paris. Et l'une d'elles, relevée par Hardy, un libraire qui a consigné des événements dans son journal pendant près d'un quart de siècle, et qui a donc ainsi laissé de très précieuses sources pour les historiens modernistes, accusait directement Louis XV en ces termes. Que sous Henri IV, on avait éprouvé une cherté du pain occasionnée par les guerres, mais que dans ce temps, on avait un roi. Que sous Louis XIV, on avait également éprouvé plusieurs autres chertés de pain, produites tantôt par les guerres, tantôt par une disette réelle qui avait pour cause l'intempérie des saisons, mais qu'on avait encore un roi. Qu'au temps présent, on ne pouvait attribuer la cherté du pain ni aux guerres ni à une disette réelle de blé, mais qu'on n'avait point de roi parce que le roi était marchand de blé. Alors ce placard, il met vraiment en lumière le fait que, avant la libéralisation, en fait, le roi avait une obligation d'assurer la subsistance pour son peuple. C'était une responsabilité et un attribut du monarque père. Et cela fondait vraiment toute la politique gouvernementale de l'Ancien Régime. Donc c'est pour ça que le commerce du blé était autant encadré. Donc, à partir des placards vont se développer des rumeurs de pacte de famine. L'expression fut inventée par le prévôt de Beaumont qui se trouvait persuadé que sous couvert de libéralisation du commerce, on cachait des scandaleuses spéculations au profit de certains notables, voire même du roi ou de ses ministres. Donc ces accusations étaient très graves et on les retrouvait effectivement dans ces placards de l'époque, qui vont d'ailleurs entraîner plusieurs révoltes. Est-ce que tu as des exemples en la matière, Juliette ? Oui, j'ai des exemples et c'est assez amusant parce que donc, dans le cadre de mes recherches, je me suis amusée à comparer une brève que j'ai trouvée dans l'Annual Register qui évoque une émeute à Troyes en 1767 et la version en fait qui est relatée par Stephen Kaplan qui a travaillé dans les archives de cette ville. J'imagine qu'il a une vision des choses plus objective. Alors voilà comment c'est présenté dans l'Annual Register. Il y a eu du tumulte à Troyes en France, dont les conséquences auraient pu être fatales. Il a été occasionné par le refus des officiers de police de permettre aux boulangers d'augmenter le prix du pain, les grains étant de plus en plus chers. Une femme saisit cette occasion pour soulever grâce à ses clameurs une troupe de mutins qui, suspectant quelque individu de se livrer au commerce des grains et d'en profiter considérablement, sont allés tumultueusement dans leur maison, ont forcé les portes et détruit le mobilier de leur demeure. Ceux qui semblaient inclinés à s'opposer furent maltraités. Et il est même dit que 3 à 4 ont été tués. Ils ont menacé de mettre le feu à la ville. Mais les officiers municipaux prirent de si justes mesures que les citoyens armés donnèrent un coup d'arrêt aux insurgés, dont certains s'étaient déguisés en femmes, et dispersèrent le reste. Donc on le voit ici, les émeutiers sont présentés comme des gens dangereux qui seraient prompts à la destruction. Des vauriens. Et donc Stephen Kaplan donne une version extrêmement différente. Un dimanche soir, après une semaine où le marché de Troyes est très pauvre en grains et où le prix du grain est en augmentation sensible, un groupe de gens intercepte un convoi de céréales qui quitte la ville à destination de la Bourgogne. Les gardes qui protègent le grain sont battus et le grain est placé par décision collective en dépôt dans une auberge voisine. Des centaines de nouveaux venus vont grossir les rangs des émeutiers qui marchent avec des torches sur les maisons des commerçants et des, il cite, bourgeois connus pour se livrer à la spéculation et au stockage. Malgré le pillage d'une partie du grain, les témoins affirment que la plus grande quantité a été emmagasinée dans des auberges pour être vendue au marché. Apparemment, la police n'est pas intervenue ce soir-là. Les critiques l'accusent de s'être cachée prise de peur, mais les autorités déclarent qu'elle a été submergée par les milliers d'artisans affolés par crainte de la famine. Le lendemain, alors que les émeutiers continuent à attirer de nouvelles recrues et à multiplier leurs expéditions contre les greniers, le maire et les agents de police se mettent à leur tête pour les calmer et tolèrent malgré eux des actes de violence afin d'en prévenir les plus terribles. La police met le grain saisi en vente à la moitié du prix courant et baisse le prix du pain à 6 deniers par livre.
C'est la police et non le peuple qui enfonce les portes des magasins de plusieurs boulangers qui refusent d'appliquer le nouveau tarif. C'est la police qui conduit la foule aux entrepôts de plusieurs marchands soupçonnés de stocker afin de les forcer à vendre leurs grains au prix imposé. Donc on voit que ces deux versions sont sensiblement différentes. Celle de l'Annual Register est principalement centrée sur ce qu'il considère être la violence des émeutiers. Et il oublie complètement d'occulter le fait que la police, en fait, à un moment, ait pris un peu la tête de cette émeute pour rétablir le prix à un grain plus juste pour le peuple. Au contraire, en fait, pour l'Annual Register, ils expliquent que la police disperse les émeutiers. Donc c'est vraiment complètement différent. On voit ici vraiment que l'Annual Register défend la position donc, des réformateurs libéraux. Et puis cette anecdote soulève également un point très important dans la libéralisation du marché des grains, c'est que ces grains finalement étaient devenus une marchandise à part entière. Les marchands avaient le droit de réaliser un profit dessus. Le marché n'était plus local. L'exploitant agricole était autorisé à les vendre aux marchands au plus offrant, et il n'était plus contraint de servir auprès de la population ce droit à l'accès au blé finalement. Le marchand avait le droit d'acheter la quantité qu'il souhaitait. Étant propriétaire de ces grains, s'il considérait que les prix du marché étaient trop bas, au lieu de les vendre, il pouvait également les stocker. Lorsque la disette provoquait une hausse des prix, le marchand avait le droit de vendre ses stocks au bon prix, c'est-à-dire, comme je le disais, au plus offrant. Donc légalement, le marchand a le droit de stocker son blé, d'attendre que tout le monde n'en ait plus pour le vendre au prix le plus fracassant. Je pense qu'il est temps d'aborder même plusieurs sujets connexes que nous n'avons encore pas évoqués, notamment par le rôle de la police. Parce que comme nous l'avons vu dans l'anecdote rapportée par Stephen Kaplan et l'Annual Register, la police joue un rôle prépondérant dans les émeutes à Troyes. Et qu'est-ce que ça révèle ? Déjà, ça révèle des choses très intéressantes sur le rôle de la police dans l'Ancien Régime. Donc on va peut-être reprendre, parce qu'on ne l'a pas trop fait jusque-là, les prérogatives, on va dire justement, de la police pour faire appliquer tous les règlements sur le commerce des grains. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme réglementation ? On peut citer l'interdiction des exportations, l'enregistrement obligatoire des marchands de grains donc à la police, qui faisait des enquêtes de moralité et de réputation, ainsi que l'enregistrement, donc ça comprend passeport, lettre de voiture et certificat d'achat, obligatoire du grain commercialisé. Donc voilà les règles que la police doit faire appliquer. Elle le fait évidemment avec plus ou moins de souplesse selon le lieu, les récoltes, si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises. Mais il se pose une question intéressante, c'est que après la libéralisation du commerce des grains, finalement, la police va perdre ce rôle-là et il va lui être demandé d'avoir justement un rôle de faire appliquer la nouvelle libéralisation, ce à quoi les policiers auront bien du mal à s'adapter, comme on peut le voir avec l'émeute de Troyes, où finalement la police encadre même les émeutiers en remettant le grain à un prix plus juste. Oui, non, c'est un rôle de la police effectivement inattendu dans les sources. Alors pourtant, Louis XV, dans ses lettres patentes de novembre 1768, n'hésite pas à, entre guillemets, accuser la police des problèmes rencontrés avec la libéralisation du commerce du grain. Je cite, « Nous n'avons pu encore parvenir à établir cette liberté salutaire autant que nous l'aurions désiré. Notre déclaration du 25 mai 1763 n'a pas été exécutée en son entier dans plusieurs provinces de notre royaume à cause des craintes qui se sont élevées dans l'esprit d'une grande partie de nos sujets et principalement de ceux qui étaient particulièrement chargés de son exécution. » Les éléments soulignés dans cette citation, donc principalement de ceux qui étaient particulièrement chargés de son exécution, ont été soulignés donc par l'auteur de cette lettre patente, montrant à quel point la police a été pointée du doigt et désignée comme responsable des troubles. Mais justement, dans l'Annual Register, il y a une brève qui est assez éclairante sur les difficultés de la police à s'adapter à son nouveau rôle. Elle évoque en fait l'arrestation pour vol d'un pain d'une femme très pauvre qui vivait avec son mari malade et des enfants souffrant de la faim. Le commissaire de police, ému par sa situation, paya le pain et fit simplement une brève enquête chez elle pour vérifier ses dires.
ce que l'on remarque également, c'est que le peuple français a beaucoup de mal à considérer les grains comme une matière première comme une autre. On voit que pour eux, ça développe une réaction épidermique. Le sujet est visiblement sensible. Alors il est intéressant de noter que l'Annual Register est en quelque sorte assez visionnaire parce qu'il prévoit quelque chose qui finalement est réellement arrivé. Il est dit que si la paix continue et l'esprit de l'agriculture se développe, la France deviendra le grenier à blé commun de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose. La France a été la première puissance en agriculture et en production de blé en Europe tout au cours du XXe siècle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On pourrait parler aussi du progrès, alors vu par l'Annual Register et vu par, on va dire, les libéraux plus généralement. Bon, il y a déjà l'idée qu'il faut encourager le défrichement. Pour cela, en 1766, Louis XV fait enregistrer un édit afin que toute personne ayant défriché, entretenu et utilisé des terres soit exemptée de taxes pendant 15 ans. Cette mesure concernant Français et étrangers. Mais, et cela fait plus écho à l'article mendiant que nous vous avons cité au tout début de l'émission, des maisons de travail ont été ouvertes. C'est mentionné en 1771 dans l'Annual Register, qui dit, encore d'ailleurs en prenant l'exemple de Troyes, qui dit que des fonds royaux ont été débloqués afin que les femmes et les enfants de plus de 9 ans soient employés dans les travaux publics. Je cite, « Le roi, dans sa bonté paternelle, a débloqué des fonds afin d'établir des maisons de travail public, pour employer et procurer subsistance aux pauvres qui veulent travailler. 5 sont déjà ouvertes. On peut y admettre des femmes et même des enfants d'au moins 9 ans. » Donc l'Annual Register parle là carrément de bonté paternelle. Donc pour eux, la bonté paternelle, finalement, ce n'est pas d'assurer la subsistance à son peuple à un prix juste, mais par contre, c'est de permettre l'emploi sur des deniers publics de femmes et d'enfants d'au moins 9 ans. Et pour conclure sur l'Annual Register, parce que mon étude s'étendait de 1758 à 1771, il est quand même à signaler que le retour à la réglementation en 1770 n'est absolument pas évoqué. Ça n'existe pas. Donc malgré toutes les brèves qui ont évoqué au contraire la libéralisation du commerce du grain, le retour à la réglementation antérieure n'existe pas. Donc après avoir analysé les mécanismes de cette crise de confiance du peuple envers le roi, cette crise d'approvisionnement en blé qui a suivi donc la loi de libéralisation du marché des grains en 1763, on va plus rapidement évoquer celle de 1774 que les contemporains ont qualifiée de guerre des farines, pour vous situer le niveau aussi symbolique de ce moment fort. Alors cette tentative est de Turgot, avec un édit du 13 septembre 1774 qui sera complété par d'autres arrêts, et dont le projet était en clair de rétablir la liberté du royaume. Il faut comprendre que quand Turgot va proposer cette loi, Louis XVI a été sacré depuis seulement 5 mois, donc il s'agit d'une situation très particulière, et officiellement on dit que cette libéralisation coïncide avec une mauvaise récolte de l'été 1774 et qu'on n'a pas réussi à faire la soudure avec le printemps 1775. Donc c'est vrai que c'était toujours un moment difficile, l'arrivée du printemps. Il fallait avoir suffisamment de grains pour tenir jusqu'à la récolte suivante, et il faut admettre que le désordre a encore suivi cette section, enfin ces événements. Alors il y aura des émeutes selon les régions, évidemment selon les hausses du prix du pain dans toute la France. Donc à Paris, ça va plutôt se développer entre avril et mai 1775, avec des véritables, encore une fois, hordes de population qui renversent des chariots où sont disposés les grains. Donc sur la place de Grève, à Paris, on va par exemple rétablir l'ordre en faisant pendre 2 émeutiers, souvent ce qu'on considère être des meneurs. En réalité, c'est surtout pour l'exemple, malheureusement, qu'on va les pendre. Donc un malheureux perruquier de 28 ans et un compagnon gazier de 16 ans. Le même type de rumeur étant souvent à la base de ces émeutes. On a vu évidemment que comme les physiocrates défendaient un fort prix du
blé et donc du pain, ces rumeurs n'étaient pas totalement infondées. Et rétrospectivement, on sait aujourd'hui que ces émeutes autour du prix du pain vont avoir une importance considérable sur les événements notamment de la Révolution française, puisque on va accuser certains agents britanniques d'avoir joué un rôle très important dans la spéculation et donc les émeutes qui vont se déclencher autour des journées du 5 et 6 octobre 1789. On sait aujourd'hui que le gouvernement de William Pitt le jeune a joué un rôle très important dans ces spéculations et que c'est la banque britannique Turnbull et Forbes qui solda au nom du gouvernement britannique auprès de la municipalité de Paris les acquisitions de blé à destination de l'Angleterre. Donc il va peut-être être maintenant temps de conclure. Avec ce dernier exemple de l'action du gouvernement britannique, on peut voir une tendance, un tropisme vers l'Angleterre de manière évidente. Quand on parlait des grands théoriciens du libéralisme, ou du moins de ses racines, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué l'école anglaise, l'école écossaise, avec Guillaume de Cam notamment. Mais c'est vrai qu'en plus, les philosophes des Lumières qui vont promouvoir les doctrines libérales à l'époque sont particulièrement anglophiles. Alors non seulement ils sont particulièrement anglophiles, mais je dirais que les Anglais leur rendent bien, puisque Voltaire par exemple est vraiment la star incontestée de l'Annual Register. Il n'y a pas un volume qui sort où il n'y ait pas des textes de Voltaire ou des brèves sur où était Voltaire, ce qu'il a fait tel mois, qui il a rencontré, etc. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement important. Moi, pour conclure, j'avais une citation de Kaplan qui synthétise un petit peu tout le cours de notre émission sur la libéralisation du commerce des grains. Alors, Stephen Kaplan, il considère les lois de 1763-64 comme, je cite, les réformes les plus hardies et les plus révolutionnaires qui aient été accomplies en France avant 1789. Renonçant au rôle prépondérant qu'il semblait exercer depuis des temps immémoriaux, le gouvernement royal rompt avec un pacte tacite conclu avec les consommateurs et proclame que la subsistance ne figure plus au rang de ses responsabilités dominantes. Les consommateurs perdent leur identité privilégiée, tandis que le grain perd son statut privilégié dans le commerce et dans la vie publique. Les revendications politiques et morales du peuple sont moins prises en considération par le roi que les droits naturels des propriétaires. Les subsistances deviennent une affaire individuelle à considérer comme telle. Donc voilà, je trouve que cette citation, elle résume bien le choc, le séisme qu'a représenté la libéralisation du commerce du grain de 1763-1764, où d'une part le roi a perdu un rôle très important de monarque père et de roi nourricier, ce qui a certainement participé ensuite à une forme de désamour du peuple envers son roi. Et de plus, c'est vraiment un glissement, on va dire, d'une sphère des droits collectifs, c'est-à-dire que la subsistance, le grain qui pousse à un endroit appartient en priorité aux gens qui vivent à l'endroit où il a poussé, qui donc se servent en priorité dans les récoltes pour vivre. Et ensuite, le surplus, s'il y en a un, est vendu. Donc il y a vraiment une perte du collectif sur l'individuel, où les droits sont transférés finalement à des individus sous purement... Du fait de leur puissance économique. Exactement, voilà, c'est la puissance économique qui va primer finalement sur les droits collectifs du peuple. Cette période et cette déréglementation finalement, c'est un marqueur très très important de l'évolution de la société d'Ancien Régime à la société dite contemporaine. Et je pense qu'on peut le résumer comme ça. Alors nous avons pris plusieurs exemples dans cette naissance du libéralisme en France. Par contre, vous l'avez noté, nous n'avons pas du tout évoqué la Révolution française. Sachez que nous consacrerons des émissions à ces événements en plusieurs parties. Et d'une manière plus générale, nous aborderons d'autres sujets concernant l'histoire du XVIIIe siècle et pas seulement dans le cadre français. Merci beaucoup Juliette d'avoir répondu à l'invitation de cette émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et j'espère à vous
aider à mieux comprendre une période vraiment cruciale de l'histoire. Et en même temps très complexe, à la fois proche et éloigné. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.